Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette table ronde intitulée Le numérique, c'est pas fait pour les femmes. Un grand merci pour votre présence. Il s'agit aujourd'hui de la deuxième session des 4 tables rondes que nous animons cette semaine à l'occasion de notre événement Numérique dans le regard des femmes. Il est organisé par ENI, donc nous sommes le leader de la formation à l'informatique. Et en fait, nous sommes partis du constat que les femmes sont encore trop peu souvent représentées dans les métiers du numérique. Il y a seulement 20 à 30% de femmes dans les métiers du numérique, dans le meilleur des cas, et en fonction des régions et des secteurs spécifiques du numérique, alors qu'elles représentaient en 2019 à peu près 50% de la population mondiale. Donc il y a une véritable opportunité à saisir sur la place des femmes dans le numérique. Et aujourd'hui, on souhaitait vraiment aborder l'angle de la légitimité des femmes, donc la légitimité des femmes dans le numérique, mais aussi de manière plus globale. Pour ma part, je suis Estelle Le Tertre, Brand Content Manager chez ENI, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sharon Soffer, qui est présidente de Startup for Kids. Bonjour. Nous recevons également Célisiane Rosius, qui est fondatrice des épaulettes et coach digital pour les femmes. Bonjour. Et enfin, Estelle Adam, qui est la directrice des campus ENI École Informatique de Rennes et de Quimper. Merci à toutes les trois de nous faire l'honneur de votre présence. Comme je le disais, cette session va se dérouler en 2 temps. Il y aura 45 minutes d'entretien avec nos invités, et puis les 15 dernières minutes vont être consacrées plutôt à des questions-réponses et des échanges avec vous. Avant de commencer, je vous propose à chacune de vous présenter en 2 phrases peut-être, si vous voulez bien. Sharon, est-ce que tu veux bien commencer? Avec plaisir. Donc, je suis la fondatrice de Startup for Kids. Historiquement, moi, j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années dans la tech, dans des métiers plutôt marketing, business développement, partenariat. Et il y a 5-6 ans, j'ai monté mon premier projet autour de l'éducation qui s'appelait Scientibox pour faire découvrir la science de façon ludique aux jeunes. Et petit à petit, le projet a évolué vers vraiment amener les jeunes vers le numérique, vers les filières de la tech, de l'innovation, développer les soft skills chez les jeunes et avec un gros volet pour les filles, comment amener plus de filles vers ces filières. Voilà en quelques mots et je pense qu'on en dira plus au fil de la conversation. Merci Sharon. Célisiane, est-ce que tu veux bien prendre la suite? Oui, alors du coup, comme me présente Ekatel, moi c'est Célisiane Rosius. Moi j'ai eu une première partie de carrière en tant que salariée dans la transformation digitale des entreprises. J'ai bossé en start-up, en grand groupe, en cabinet de conseil. Et puis en fait, j'ai décidé ensuite de réfléchir aux profils qui pouvaient mettre mes compétences digitales pour faire la différence à mon échelle sur l'égalité professionnelle. Et du coup, j'ai fondé les épaulettes. Et avec les épaulettes, je fais du coaching individuel, mais aussi des formations collectives pour à la fois les femmes salariées qui ont envie de développer leurs compétences liées au digital et aussi les femmes entrepreneuses pour que finalement elles puissent mettre le digital, les outils, les usages et toute la culture numérique à leur service plutôt que l'inverse. Voilà. Merci Célisiane. Et toi Estelle? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Donc Estelle Adam, je suis responsable des campus de Rennes et Quimper pour ENI École Informatique. Aujourd'hui, dans le numérique, nous, on est vraiment à la frontière entre, d'un côté, les orientations, notamment des jeunes filles vers l'informatique, mais également le recrutement des entreprises. Et c'est vrai qu'avant d'être à l'école, moi, j'étais en société de services informatiques et j'ai eu un environnement extrêmement masculin, finalement. Je ne m'étais jamais posé la question et c'est en arrivant à l'école où je voyais vraiment une problématique de recrutement et de mixité, à la fois dans la formation, mais également une problématique pour le coup recrutement des entreprises. Et ça m'a poussée à vouloir vraiment essayer de comprendre pourquoi les femmes ne faisaient pas ce choix-là, ou voilà, d'essayer de comprendre un peu les mécanismes. Et c'est comme ça qu'on est arrivé à l'école à s'intéresser de très près à tout ce qui est égalité femmes-hommes. Donc une fois qu'on est dedans, après on y va en France, quoi. On ne quitte plus le domaine. Merci Estelle et merci à toi et à Karen d'ailleurs qui intervenait hier pour ce que vous faites aussi pour l'ENI et ce que vous insufflez à ce sujet.
justement pour plus de mixité dans le numérique, parce que ça passe aussi justement par les centres de formation et tout ça, mais on va en parler, je pense, pendant toute cette table ronde. Pour commencer, peut-être qu'on pourrait d'abord faire un petit constat du début. Je me dis peut-être que Estelle, toi, tu pourrais assez facilement t'exprimer sur le sujet du fort besoin en ressources dans le numérique que l'on identifie, du peu de candidatures que l'on reçoit. Par exemple, je lisais dans un rapport de l'ORCN de 2019 qui indiquait que finalement, il y avait encore très peu de candidatures de femmes et qu'on passait finalement du simple au double vis-à-vis du nombre de femmes en poste dans les effectifs. Par exemple, il y avait seulement 10% de candidatures de femmes, alors que même sur des postes, il y aurait quand même 20% de personnes dans les effectifs qui seraient des femmes. Quels sont les constats, les éléments que tu vois aujourd'hui, toi, dans ton activité et puis avec les entreprises avec lesquelles on travaille, par exemple? Oui, donc en effet, hein, nous, on forme du bac+2 au bac+5. Sur l'alternance, notamment, on reçoit des personnes qui ont un BTS, un DUT, une licence pour se diriger vers le bac+5. Ce qui fait que quand on va, nous, dans les BTS, les DUT et les licences, pour présenter les poursuites d'études, et que l'on voit qu'il y a une seule jeune fille, voire zéro parfois dans les promos, on se dit, mais comment on va faire pour répondre aux besoins des entreprises, puisqu'en effet, le secteur du numérique, c'est un secteur qui recrute énormément, il y a beaucoup de postes, et en fait, le fait de ne pas avoir de femmes, enfin, pas de femmes, on a en informatique entre 12 et 15% de femmes. Donc, quand on prend le numérique au sens large, c'est-à-dire l'ensemble des métiers, à la fois RH, web marketing, design, mais également informatique, on est entre 27, au dernier chiffre, c'était 27,5%. Il y a 2 ans, c'était 30%. Donc là, ça a encore baissé. Donc, mais si on prend vraiment des chiffres liés à la technique pure, on est entre 12 et 15%. Et on se dit, mais comment on va faire? Comment on va faire pour faire évoluer les choses? Puisque les entreprises souhaitent recruter, donc ça aussi, c'est une chance, c'est qu'elles souhaitent recruter des femmes. Donc, il y a une vraie volonté aujourd'hui au niveau des entreprises. Donc, je dis que c'est une chance parce que tous les secteurs ne sont pas encore avec cette volonté. En tout cas, dans le numérique, on l'a. Et c'est vrai que c'est une vraie question d'orientation. Et si on prend les chiffres, en fait, c'est pas qu'il n'y a pas de femmes dans le numérique, c'est qu'il n'y a plus de femmes dans le numérique. Et ça, je pense que c'est un élément qui est très important. Si on prend les années 50, on avait à peu près entre 50 et 60% de femmes qui étaient au poste d'informaticienne. À l'époque, on était quand même sur des données, on était sur de l'information, donc beaucoup lié encore au milieu tertiaire. Et plus il y a eu des enjeux, je dirais, stratégiques, et plus les hommes sont apparus, et moins les femmes sont restées sur ce milieu-là. Donc il y a vraiment des interrogations, puisque dans les années 80, on avait 37% de femmes, donc une chute. Aujourd'hui, on n'en a plus que 12%. Donc, il faut dire stop, là, on arrête, on va remonter, on va essayer de trouver des solutions. Donc c'est vrai que quand on a discuté avec Catel sur mais qu'est-ce qu'on peut mettre en place et qu'est-ce qu'on peut donner dans cette semaine dédiée justement aux droits des femmes et s'interroger sur les constats, on s'est dit mais c'est important aussi de se dire quels sont les freins psychologiques que l'on a, hommes ou femmes, qui nous poussent à faire certains choix ou non-choix. Parce qu'on aura beau parler du numérique, casser un certain nombre de stéréotypes, il faut aussi, je pense, à un moment donné, prendre conscience des choses et s'interroger sur le pourquoi. Et c'est ce qu'on va essayer de détricoter un petit peu aujourd'hui, donner en tout cas on va essayer d'éveiller un petit peu certaines consciences. C'est ambitieux, mais voilà, on va essayer. Exactement. Et d'ailleurs, pour compléter tout à fait ton discours, faut savoir quand même que les femmes, elles ont joué un rôle décisif dans le numérique par le passé. Elles y étaient d'ailleurs très présentes, donc comme tu l'expliquais, jusque dans les années 80 à peu près. Depuis, leur nombre, il a pas ou peu baissé. En revanche, en fait, c'est leur proportion qui a diminué vis-à-vis de la proportion d'hommes qui n'a cessé de croître avec les besoins en ressources numériques. Est-ce que l'une d'entre vous serait d'accord pour nous rappeler un petit peu l'histoire de numérique avec quelques-unes de ces grandes figures et de ces pionnières? On peut penser par exemple à Ada Lovelace ou d'autres grands noms. Comme Sharon.
Tu veux prendre, je peux le faire, hein, mais comme tu veux. Oui, vas-y. Bah, juste quelques grands noms du numérique, parce que c'est vrai, effectivement, comme l'a dit Estelle, que en fait, les femmes, elles étaient même à l'origine hein, de la création du secteur numérique. En fait, il y a des grandes figures historiques féminines qu'on a complètement oubliées et qui ont été complètement effacées des livres d'histoire. Hier, je faisais un quiz avec une population mixte pour faire deviner des personnes. Donc, je mettais des visages et je leur demandais de deviner les noms des gens. Donc, je leur ai mis Bill Gates, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, etc. Là, aucun problème, hein. Tout le monde répond à 98% à la bonne réponse. Par contre, quand on leur met des profils comme Margaret Hamilton, personne là, franchement, déjà, on descend à 50%. Quand on met un portrait de 1840 de Ada Lovelace, bon, là, on a perdu tout le monde. Eddie Lamar, pareil, tout le monde. En plus, on voit la photo d'Eddie Lamar, qui était aussi une actrice hollywoodienne. On a du mal à imaginer en quoi elle est une grande figure du numérique aussi. Mais du coup, juste pour les noms que j'ai cités, donc Ada Lovelace, pour prendre dans l'ordre, Ada Lovelace, c'est la mère de l'informatique. C'est celle qui a inventé. C'est la première programmeuse du monde. Elle a inventé l'ordinateur, le concept de l'ordinateur un siècle avant l'apparition de l'ordinateur. Donc dans les années 1840, elle a conceptualisé l'ordinateur. Après, Margaret Hamilton, c'est quand même la femme qui a créé le code informatique qui a permis à la mission Apollo 11 de se poser sur la Lune et donc de faire marcher l'homme sur la Lune. Et il y a une photo, si vous cherchez sur Google, qui est hyper connue et que je trouve très, très sympa. Vous voyez cette femme qui est a priori pas très grande, mais qui a une pile de livres à côté d'elle et de cahiers. Et en fait, parce qu'elle a écrit tout le code pour cette mission informatique à la main. Et donc, elle est debout à côté de cette pile de code qui est sur du papier et qui fait la même taille qu'elle. Voilà. Et Eddie Lamar aussi, dont j'ai parlé du coup, qui était une actrice hollywoodienne très connue, mais qui a aussi et surtout finalement été l'inventrice de la technologie à la base du Wi-Fi et du GPS. Donc voilà, 3 fois rien, quoi, de petites technologies qu'on n'utilise pas souvent. Voilà. Merci Céline pour ces rappels parce qu'ils sont quand même très importants et je pense qu'ils ont aussi un rôle à jouer dans l'aspect légitimité. Avant toute chose, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des femmes qui étaient à l'origine de toutes ces technologies qui sont aujourd'hui cachées par des hommes. Et d'ailleurs, pour compléter ce que tu viens d'évoquer, elles ont été assez discrètes et assez peu revendicatrices de ces technologies à l'origine desquelles elles sont, puisque par exemple, il me semble que c'est Ada Lovelace qui a signé de ses initiales uniquement le brevet qu'elle a déposé, de son programme. Aujourd'hui, du coup, difficile de pouvoir facilement mettre en avant. En tout cas, pour elle, à ce moment-là, ça n'a pas été quelque chose d'important de mettre en avant son nom d'une telle manière, alors qu'un homme n'aurait pas hésité à le faire. Idem pour Eddie Lamar, qui finalement, elle a déposé un brevet, mais il a été repris par des hommes un peu... Déposé avec son mari en plus. Ils l'ont déposé en couple, et voilà, et alors que c'était à l'origine de ça. Mais après, il y a un élément qui est aussi important à remettre dans son contexte. À l'époque, les femmes travaillaient pas ou peu. C'était aussi, on parlait des chiffres, Estelle disait que dans les années 50, il y avait entre 50 et 60% de femmes dans le secteur. C'est encore plus énorme quand on se rend compte que les femmes, elles ont le droit de travailler sans autorisation de leur mari depuis 1965 seulement. Donc, c'est quand on dit qu'il y avait 50% de femmes dans un secteur 15 ans avant que les femmes aient le droit de travailler, c'est énorme en termes de répartition, en fait. Il faut aussi le remettre dans le contexte à ce moment-là, quoi. Il y avait beaucoup de... À cette époque, il y avait beaucoup de femmes parce qu'en fait, c'était encore les cartes, etc. Et c'était proche de la dactylographie, la sténo. Donc, on mettait ça un peu dans le paquet du secrétariat plus. Et en fait, quand c'est devenu stratégique avec des gros enjeux financiers, c'est là que les hommes ont commencé à investir finalement le secteur et on a vu le switch. Exactement, comme dans beaucoup de... Pour ajouter quelque chose, Catel, par rapport à ce que tu disais, sur le fait que les femmes revendiquent moins aussi, je vous invite à lire la biographie de Madame Einstein,
qui était la femme du très célèbre Einstein, et qui quand même a été, elle, à la base de la théorie de la relativité. C'est quand même elle qui a découvert cette théorie en faisant des expériences avec ses enfants. Et bien entendu, je ne sais pas qui a entendu parler ici déjà de Madame Einstein, mais finalement, c'est pas elle qu'on retient, quoi. Donc ça, c'est dans tous les secteurs et dans la science encore plus, quoi. Mais ce livre est vraiment super, Madame Einstein. Je vous le recommande. Merci pour cette ressource. Et c'est vrai que les exemples de femmes, c'est vraiment primordial parce que c'est comme ça que les petites filles vont pouvoir se projeter et vont se sentir justement légitimes de pouvoir être dans ces métiers-là parce qu'il y a une représentation, elles peuvent se projeter, elles peuvent faire pareil, enfin voilà, dans l'imitation. Enfin, je pense que Sharon, tu vas pouvoir en effet plus que moi en parler, mais on croit beaucoup au témoignage. C'est-à-dire des personnes qui réussissent, des personnes qui sont en reconversion, qui occupent des postes aujourd'hui à responsabilité dans l'informatique, alors que leur métier n'était pas du tout dans l'informatique auparavant, des personnes, des femmes qui ont osé. Je pense que c'est extrêmement important parce que c'est l'exemple et c'est ce qui fera aussi au fur et à mesure changer les choses et se sentir en tant que femme légitime de le faire également. Oui, les exemples aussi auprès des garçons. Enfin, il y a quand même un gros travail de représentation à faire auprès des hommes. Parce que les stéréotypes, ils sont ancrés, ils sont extrêmement involontaires. Quand on pense à un informaticien, bon, on voit un homme, et ça, les hommes comme les femmes voient ça, en fait. Donc, le travail sur changer les stéréotypes, les préjugés, il est à faire sur toute la population. Oui, complètement. Ah, je te rejoins. Pardon. Vas-y, Estelle. Je disais, c'est très important et cette notion de mixité, elle me tient beaucoup à cœur à l'école parce que on voit bien que quand on fait des sensibilisations, alors l'ensemble des promos ont des sensibilisations sur l'égalité femmes-hommes, il y a d'autres sujets sur lesquels il y a des sensibilisations, mais le fait qu'il y ait des jeunes filles ou des femmes, plus des hommes ou des garçons, c'est vrai que c'est extrêmement important parce que c'est une prise de conscience collective. Donc on voit bien qu'après les sensibilisations, il y a des discussions qui se mettent en route. Ça permet aussi de libérer la parole des filles et des femmes. Elles se sentent beaucoup plus légitimes à dire non, ça je n'en veux pas, ça oui, je veux bien. Quand ils commencent aussi, les garçons, à discuter entre eux, les hommes se rendent compte aussi d'un certain nombre de stéréotypes qu'on a tous et toutes, et ça, on en a tous, et ça permet de faire avancer les choses et de mieux comprendre les choses. Donc la mixité dans ce domaine est primordiale, en tout cas en formation. Parce que sinon, c'est un peu toute seule qu'on y va et puis ça, c'est pas évident. Il faut bien que tout le monde soit sensibilisé et formé. Je pense que c'est pour ça que c'est important le travail de Sharon avec les plus jeunes, parce qu'en fait, ces stéréotypes, enfin, désolée Estelle, mais une fois qu'ils arrivent en école, en études supérieures, c'est trop tard. Oui, mais moi, je me dis qu'il n'est jamais trop tard, qu'on peut toujours faire quelque chose. C'est clair, mais pour le coup, du coup, enfin voilà, ce qu'il faut, c'est que les filles, elles s'orientent vers le scientifique, vers l'ingénierie, etc. Dès le collège, dès le lycée, qu'elles s'ouvrent à ces thématiques-là, à cette logique-là, etc. Donc, je pense que justement, ça commence vraiment dans l'éducation le plus petit possible, en fait. C'est quand on parlait tout à l'heure voilà, que ça vient même dans les échographies, quand on découvre le sexe de l'enfant. Je ne sais plus qui, l'une de vous deux disait ça. Enfin, ça démarre dès le départ, en fait. Donc, on l'évoquait en fait aussi hier, justement que finalement, alors il y a des biais genrés qui commencent effectivement dès les échographies, mais tout ça finalement c'est induit par les adultes souvent, parce que justement les enfants, on s'aperçoit que avant 7-8 ans, ils subissent assez, enfin eux-mêmes identifient assez peu les biais de genre, comme le disait par exemple Adeline hier. Ces petites filles, elles voient pas la différence entre un homme et une femme dans le milieu de l'entreprise. Pour elles, les hommes et les femmes sont égaux. Après, nous, on constate en tant qu'adultes que dans les faits, les chiffres sont un peu différents. Du coup, Sharon, toi, tu travailles beaucoup avec des enfants, justement pour acculturer les jeunes au numérique, au milieu des startups, etc. Et notamment avec les jeunes filles. Quels sont les constats que tu fais avec ton équipe? Comment vous œuvrez avec les plus jeunes
Est-ce que peut-être vous avez des conseils aussi vis-à-vis des parents et de l'éducation qu'ils peuvent avoir avec leurs enfants? Je voulais revenir sur ce que tu disais sur l'âge à laquelle les enfants commencent à faire une distinction. Il y a une expérience où en fait un parent rentre à la maison et parle d'un de ses collègues en disant c'est une personne qui performe, qui a d'excellents résultats, mon collègue, etc. Avant 6 ans, l'enfant identifie à son genre. Donc, si c'est une petite fille, elle imagine que le collègue est une femme. Et si c'est un petit garçon, que le collègue est un homme. Et au-delà de 6 ans, en fait, la petite fille, à partir du moment où c'est un collègue ultra performant, etc., s'imagine qu'on parle d'homme. Donc, vers 6 ans, les biais de genre et la conviction que les garçons sont plus forts que les femmes sont ancrés. Et effectivement, ça va très très vite en fait. C'est l'injonction des petites filles à être sages, obéissantes, alors que les petits garçons, c'est l'injonction à être forts, à être des leaders, des meneurs, etc. Et ça, c'est des choses très subtiles et pernicieuses, mais qui vont se poursuivre pendant toute l'éducation. On sait qu'à l'école, les enseignants statistiquement interrogent moins les petits garçons. Pour une raison bête que les garçons étant plus indisciplinés, ça les focalise plus quand on les interroge, etc. Sauf que du coup, les filles ne prennent pas la parole, n'ont pas l'habitude, etc. Et ça, encore une fois, c'est inconscient, sauf que à 14-15 ans, quand on les met sur scène et qu'il y a des questions-réponses, c'est les petits garçons, enfin les ados, qui prennent la parole. C'est systématiquement les garçons. Du coup, on a commencé à faire des sessions de prise de parole en public juste pour les filles, pour qu'elles soient plus à l'aise et prennent plus facilement la parole. Dès le plus jeune âge, on le voit, on fait des ateliers de code, par exemple, sur des événements où il y a autant de petites filles que de petits garçons, avec plein d'ateliers différents. Les ateliers qu'on appelle ateliers de code, on a 2 tiers de garçons pour 1 tiers de filles. Donc, on a changé les noms des ateliers de code. Ça ne s'appelait plus atelier de code, ça s'appelait bien créer un jeu vidéo, bien faire quelque chose. Et là, du coup, ça se rééquilibre. Mais du coup, très très vite est ancrée l'idée qu'il y a des choses pour les filles, des choses pour les garçons. Alors que en vrai, quand on met n'importe quoi, un jeu de mécano à une petite fille toute petite, elle va jouer avec exactement de la même façon qu'un garçon. Par contre, si on demande à un adulte, il y a un super documentaire de la BBC là-dessus, où ils avaient deux enfants de 18 mois à peu près, une petite fille et un petit garçon, mais ils ont habillé la petite fille en petit garçon, le petit garçon en petite fille, et il faut rentrer des adultes dans la pièce. Donc l'enfant est sur un tapis d'éveil, il y a plein de jeux, et systématiquement, l'adulte, que ce soit une femme ou un homme, donne aux petites filles des poupées, des choses très douces, etc. Et aux petits garçons, le petit tricycle où il faut avancer, les jeux d'encastrement, etc. Et du coup, c'est bête, mais ça impacte directement sur les préférences de l'enfant, son développement neurologique, etc. Donc, en fait, les parents, s'il faut leur donner un conseil, c'est de faire attention, de surveiller les messages qu'ils transmettent à leurs enfants et de proposer aux petites filles des activités qui sont autant dans le développement que celles qu'ils proposeraient à un petit garçon, en fait. Et ça, c'est un sujet qu'on abordera plus en détail demain, mais le langage est effectivement très important parce que c'est évident pour personne, parce que ça demande aussi à nous, les générations d'adultes, de changer nos comportements, nos manières de nous exprimer. Mais effectivement, c'est vrai que parfois, on peut aussi autoriser sa petite fille à jouer au foot ou à jouer au mécano ou à quoi que ce soit d'autre. Mais finalement, si on garde dans notre langage des déformations, des biais de genre, malheureusement, l'enfant ne va pas forcément le percevoir de la bonne manière, puisqu'il va y avoir un peu de fait ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est clair que ça demande un conscient très fort. C'est-à-dire que vraiment, il faut y réfléchir. Par exemple, mes enfants, ils me reprennent en disant maman, comment tu peux dire ça enfin, ils vont stéréotyper. Et en fait, c'est ancré en nous. Donc, il faut vraiment noter quelque part consciemment, faire attention à ce que je dis à mes enfants. Oui, et puis on se fait souvent reprendre maintenant. Enfin, moi, je sais que voilà, j'ai éduqué mes enfants à essayer d'être le plus vigilant et vigilante possible. Et des fois, ils me disent maman. Donc,
on a tous ça. Tu as donné une notion, Sharon, que je trouve très importante, c'est la notion d'échec. Et c'est vrai qu'on mettra dans les liens, mais il y a un TEDx qui justement parle du syndrome de l'imposteur ou de l'impostrice. Donc, qui vraiment met en avant justement cette peur de l'échec. Et souvent, en fait, les petites filles, on les éduque à être, comme tu disais, parfaites, réussir du premier coup, alors qu'un petit garçon, quand il tombe, on lui dit qu'il faut se relever, qu'il faut qu'il y aille. On lui apprend plus tard dans sa vie d'adulte à prendre la parole, à aller justement prendre le devant dans sa relation amoureuse, et donc de ne pas avoir peur de l'échec. Or, une petite fille, il faudrait qu'elle soit parfaite, il faudrait qu'elle réussisse du premier coup. Et cette notion-là, elle paraît assez importante dans justement l'attitude que l'on va avoir ensuite en tant qu'adulte, et notamment les comportements qu'on peut avoir dans le milieu professionnel avec cette légitimité. Est-ce que je me sens légitime? Est-ce que j'ai bien coché toutes les cases avant de pouvoir répondre? Est-ce que je ne vais pas me tromper parce que de toute façon, je n'ai pas droit à l'échec? Il va falloir que j'y aille. Et puis, quelle est pour nous notre notion de réussite en tant que femme par rapport aux hommes? Moi, j'ai un exemple dans ma vie personnelle. Avant d'être à l'école en société de service, je ne pensais même pas aller négocier une prime ou quoi que ce soit par rapport à mes résultats. Et je me voyais encore en train de me dire, bon allez, quand j'aurai fait ça, ça, ça et ça, là, je pourrais y aller. Puis à côté, j'avais des collègues, hommes, puisque je n'ai quasiment que des collègues hommes, qui, eux, venaient voilà, dire, j'ai eu tel résultat, j'ai eu telle chose, alors ça, ma prime, je vais aller la chercher, etc., etc. Et en fait, je me rendais compte que moi, je ne pensais même pas aller chercher cette prime. Et en fait, un jour, je me suis rendu compte que le résultat que moi j'avais était bien supérieur au résultat de mon collègue, qui lui s'en vantait, allait, donc du coup, tout le monde l'entendait et tout le monde le voyait comme quelqu'un de très fort. Et en plus de ça, il avait eu sa prime. Il avait osé aller chercher une prime. Et je me suis dit, mais. Et là, ça m'a vraiment interrogée. Je me suis dit, mais tes résultats sont bien meilleurs et toi, tu n'as même pas pensé aller chercher la prime. Enfin, je ne me sentais pas du tout légitime. Donc ça m'a fait beaucoup réfléchir sur comment nous aussi, en tant que femmes, les attentes que l'on peut avoir. Et je pense que c'est aussi l'éducation qui nous a orientés dans ce système-là. Donc c'est important de se dire, le syndrome de l'imposteur, j'ai été voir un petit peu un certain nombre de données. Alors, ça touche 70% des personnes un jour dans leur vie. Et c'est autant les hommes que les femmes. Enfin, ça touche les hommes et les femmes. Mais les femmes sont souvent beaucoup plus avec ce syndrome-là, notamment lié au syndrome de l'échec et d'être complètement parfait. Et c'est rassurant parce que c'est des personnes qui réussissent parfaitement dans la vie, mais qui ne s'attribuent pas le mérite, en fait. C'est toujours un peu le hasard, c'est oui, c'est dû au contexte, c'est peut-être un malentendu, donc, et qui à un moment donné ont peur qu'on découvre qu'en fait, elles n'ont pas du tout les compétences. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a tous eu à un moment donné, mais qui est certainement très marqué pour les femmes, et notamment dans le milieu professionnel. Donc voilà, ça soigne. Moi, j'ai eu très très longtemps ce syndrome-là, je l'ai encore, mais on y arrive. Je voulais compléter. Je voulais compléter aussi avec ce que tu disais, Estelle. Comment elle s'appelle? Pardon, Fanny, qui était présente hier sur la table ronde, a mené une étude avec les nouvelles oratrices courant 2020. Et justement, dans les statistiques qu'elle a obtenues, elle avait 71% de femmes qui ont affirmé se censurer par peur de dire une bêtise. Donc, ça reprend totalement ce souci du syndrome de l'impostrice. Et peut-être que vous, justement, toutes les trois, vous avez des conseils pour lutter contre ça au quotidien, parce que j'imagine que vous le ressentez aussi. Finalement, on ressent tout un petit peu à un moment ou à un autre. Est-ce qu'il y a des petites astuces que vous avez, des choses qui vous font vous sentir un peu plus à l'aise Ouais, moi, maintenant, je le conscientise. C'est-à-dire que donc, on organise enfin, je suis toujours en train de me dire, oh, les gens vont se rendre compte que en fait, je ne sais rien ou que je fais le truc pas bien, etc. Et une fois que j'en ai conscience, en fait, c'est plus facile de le balayer et de se dire, mais arrête, enfin, à la limite, c'est un homme à ta place, quoi. Et un autre truc que j'ai fait qui était marrant, c'était être chroniqueuse dans une émission sur le numérique. Mais quand tu es chroniqueur, en fait, tu parles de sujets, on te les a envoyés le matin même, et tu dois en parler comme si tu les connaissais, quoi. Et j'étais souvent avec des hommes, et eux, ils étaient fineurs et zéros, quoi. C'était peinard, ils parlaient de trucs
de toute évidence, tu ne connaissais pas plus le sujet que moi. Et je me suis dit, mais arrête, et au bout de 3-4 semaines d'être chroniqueuse silencieuse, j'ai pris la même assurance. J'ai lu des faits sur le sujet le matin même, je me les suis appropriés et j'en ai parlé comme si je les maîtrisais. Mais en fait, dans la mesure où je venais de lire l'information exactement comme eux quelques heures avant, je les maîtrisais autant qu'eux. Donc vraiment, le seul fait de le conscientiser et de te dire, mais arrête de croire que ce que toi tu sais, tout le monde le sait. D'abord, ça, c'était mon problème principal. À partir du moment où j'ai une information, c'est que public, tout le monde l'a. Donc ça, j'ai arrêté. Après, de relativiser en disant, mais non, si les gens te disent que ce que tu fais, c'est bien, c'est parce que ce que tu fais, c'est bien. En fait, ils n'ont rien à faire de te faire plaisir. Et voilà, accepter que même si tu as eu, selon le rôle que tu as, tu vas prendre la parole sur des sujets que tu maîtrises plus ou moins, etc. Donc, être plus indulgent quelque part avec soi. Et voilà, le conscientiser en fait. Dire, OK, là, je suis en train de m'auto-censurer et de passer outre. Non, mais bon, il faut se porter. Ouais, moi pour le coup sur le syndrome de l'imposteur, je l'ai très souvent encore. Hein, il y a plein de moments. À chaque fois que je fais une chose nouvelle, en fait, dès que je fais une nouvelle chose, que c'est la première fois que je le fais, je me dis oh là là, ils vont forcément se rendre compte que je suis pas la bonne personne. Mais bon, mais en fait, alors après juste par rapport à ce que tu disais, Estelle. Je vais partager mes astuces à moi, mais pour le coup, par rapport à ce que tu disais, Estelle, moi, je bosse beaucoup avec des femmes entrepreneuses et en fait, au-delà du numérique, dans l'entrepreneuriat en général, il y a des chiffres sur le droit à l'échec, je trouve qu'ils sont hyper parlants. C'est que quand il y a des études de Pôle emploi qui sont faites sur le nombre de porteurs de projets, donc de gens qui auraient envie de monter leur boîte, il y a une majorité de femmes, puisqu'on a 60% de femmes qui ont envie de monter leur boîte, qui sont porteuses de projets. Et en fait, quand on passe à l'action, dans la création d'entreprise, on retrouve plus que 30% de femmes. Parce que en fait, il y a plein de femmes qui s'autorisent pas à monter leur entreprise, justement, la peur de l'échec, etc. Et bien sûr, quand on monte sa boîte, il y a toujours un risque que ça marche pas. Et du coup, il y en a beaucoup qui osent pas y aller. Et un élément que j'avais entendu dans un podcast, je crois, et que j'avais trouvé super intéressant, c'est que souvent, en fait, il y a des témoignages de femmes qui ont lancé leur boîte et quand elles ont leur premier échec, mais enfin, Sharon, je pense que tu confirmeras, mais quand tu montes ta boîte, tu as toujours des trucs qui plantent. Il y a toujours que tu te retrouves toujours face à des plantes, que truc qui marche. Voilà. Donc, en fait, il y a toujours des moments où on a envie d'abandonner parce qu'on se dit genre, oh, bah voilà, bah, ça n'a pas marché, c'est un échec, etc. Et donc, on a envie d'abandonner. Et en fait, les femmes, souvent, l'entourage, quand une femme se plante, l'entourage va dire c'est bien, t'as essayé, allez, retrouve un job salarié maintenant et tu vas arrêter tes conneries, quoi. Alors que si c'est un mec qui se plante, et ben on va avoir tendance à dire bah c'est pas grave, tu peux y retourner, tu vas réessayer, etc. Et du coup, bah, l'entourage peut être aussi mal soutenir finalement en disant mais si on l'a laissé essayer, c'était bien, mais elle s'est plantée. Bah ouais, mais en fait c'est normal de se planter, donc il faut continuer à soutenir même une fois qu'on s'est planté et c'est pas grave en fait. Et ça c'est difficile hein, parce que l'échec c'est difficile pour tout le monde. Mais du coup voilà, je voulais rebondir là-dessus sur la notion d'échec. Merci de le rappeler, c'est important. Voilà. Et moi, je me suis bien plantée plein de fois, hein, donc je continue de me planter, hein, donc c'est important de le dire. Mais voilà, et après, sur les aspects du syndrome de l'imposteur, moi, il y a un truc, alors franchement, déjà, les mêmes choses que Sharon, tout pareil. Sur le côté, il faut conscientiser, se dire, enfin, du coup, maintenant, je m'en rends compte et je me dis, OK, là, je suis en train de vivre un gros syndrome de l'imposteur, là, donc, OK, je le sais, donc je sais que c'est mon cerveau qui se met comme ça et que c'est pas moi, enfin, que c'est pas conscient, en fait, que ça se joue au-delà de ma conscience. Donc, le fait de le conscientiser, justement, ça permet de reprendre un peu le pouvoir là-dessus. Et après, ça rejoint aussi ce que disait Sharon, c'est que je me rends compte qu'en fait, on est toujours l'expert de quelqu'un. Et moi, je le vois aussi quand j'accompagne des femmes entrepreneuses qui font des trucs géniaux, vraiment, mais qui se disent, bah non, mais je peux pas en parler, genre, je suis qui pour en parler, etc. Et je dis, mais en fait, j'ai l'impression que vraiment tout le monde a de l'or entre les mains, tout le monde fait des trucs vraiment super chouettes, mais tout le monde a l'impression que c'est normal. Tout ce que vous savez, enfin voilà, ce qu'on sait, on a l'impression que c'est normal, tout le monde le sait. Ce qu'on fait, bah, c'est normal, tout le monde le fait. Enfin voilà. Et donc le fait de se dire, mais en fait non, ce que je fais ou ce que je sais, il y a des gens qui le savent pas. Il y en a d'autres qui le savent mieux.
Il y a des gens qui sont experts pour moi et qui sont au-dessus, etc. Et qui ont plus de connaissances, qui ont plus de compétences, etc. Bien sûr. Mais en fait, il y a aussi des gens qui ont moins de connaissances et que je peux aider. Il y a des gens qui ont moins de compétences et que je peux aider, etc. Et donc, c'est utile que je le fasse pour eux. Donc, ça, c'est vraiment de me redire, OK, non, mais OK, je dois être experte de quelqu'un. Il faut juste que je trouve qui, mais je dois être l'experte de quelqu'un quelque part. Et donc, du coup, ça permet, voilà. Moi, en tout cas, ça m'aide à sortir du syndrome de l'imposteur et ça me redonne un peu de légitimité pour me dire, OK, si ça peut être utile à une personne, ça valait le coup que je le dise. C'est évident. Et d'ailleurs, pour compléter, je pense que Sharon, tu l'as un petit peu évoqué aussi tout à l'heure, c'est vrai que pour ma part, moi j'ai du mal aussi à m'en sortir de ce syndrome de l'imposteur. Donc, parfois aussi, je l'oublie, je me dis, je l'ai pas vu, il n'existe pas. Et puis, pour revenir sur finalement le sujet de l'homme et de la mixité, enfin des femmes, des hommes et de la mixité, eh bien quand on revient comme pour le fait d'aller demander sa prime ou quoi que ce soit, quand on se redit, bah un homme, lui, il oserait, il le ferait, et ben quelque part, moi je me dis finalement, si un homme il y va, bah, pourquoi moi j'irais pas? Et à partir du moment où je me dis ça, moi, je me sens pas forcément beaucoup plus à l'aise, mais en fait, tout d'un coup, les barrières, elles sont tombées et je me dis, ah bah, un homme, lui, il irait, il se poserait pas la question. Donc, allez, j'y vais. Et toi, t'as des choses aussi à partager là-dessus ou... Il y a Alors, moi, il y a j'ai une mauvaise réception là. Est-ce Ah, que tu peux répéter, Kate, juste ta euh, question? est-ce que toi aussi, tu as des choses pour compléter ou est-ce que tu partages l'avis de Célisiane et de Sharon sur comment... Complètement. C'est clair que là, je pense qu'on partage toutes les mêmes astuces et solutions. Après, je dirais que c'est oser. Parce que moi, c'est ce que je me dis. Je me dis, allez, vas-y, ose. Qu'est-ce que tu as envie de faire de ta vie? Parce que c'est aussi une introspection, hein, sur soi-même. Et je tiens beaucoup à me dire, allez, crée ta vie, c'est toi qui l'as entre les mains et finalement, ce que tu vas projeter, ça va se réaliser. Ce que tu as envie, c'est toi, c'est entre tes mains. Donc, il faut que je croie en moi parce que si je ne crois pas en moi, qui va croire en moi? Donc, déjà, j'essaie de m'auto-persuader avec ça pour me dire, vas-y, ose, on y va. Et puis, de regarder aussi finalement autour de moi et de me dire, de voir tout le chemin parcouru et de me dire, bon, ben voilà, il y a eu à chaque fois des premiers pas. Et le plus difficile, c'est souvent le premier pas. Et c'est de me dire, allez, si tu fais un premier pas, si déjà tu commences à mettre en action ce que tu as au fond du cœur, ben tu vas certainement y arriver. Et puis une fois qu'on a mis le premier pas, en fait, on se rend compte qu'il y a le deuxième, le troisième. Et puis c'est un peu la magie de la vie, c'est que ben, il y a les rencontres qui arrivent, les choses, elles se... Et quand on se fait confiance, quand on ose enlever ses propres barrières et ses croyances, parce que on est bourré de croyances, que ce soit par notre famille, que ce soit par la société, enfin voilà, on est bourré de croyances. Et quand on essaye un petit peu de décortiquer tout ça, de se dire, bon allez, pourquoi j'ai cette peur, pourquoi j'ai ceci, et d'essayer un peu de comprendre, ben, on se dit, allez, ouf, on se calme, on y va, j'ai envie de le faire, un premier pas, deux pas. Et puis finalement, on y arrive, et puis on est voilà, en train de témoigner. Et puis, on se retrouve face à la caméra, puis on n'a même pas vu les choses venir. Et je me dis que voilà, j'arrête pas de demander finalement aux jeunes filles qui sont en formation de venir témoigner. Et je me dis que c'est bien aussi que nous, on le fasse, qu'on témoigne de notre parcours, que j'enlève un petit peu mes peurs par rapport à ça. Et justement, ce syndrome, est-ce que je suis légitime ou pas de le faire? Je me dis, mince, aujourd'hui, voilà, on est là aussi pour montrer que c'est possible et qu'on peut y arriver et aussi à sa manière. Parce que finalement, il n'y a pas qu'une seule façon d'y arriver, il y en a plein. Et quand on croit à quelque chose et qu'on le met en action, ben, ça marche. Voilà, tout simplement. Donc, oser. Voilà. Et je me le dis à moi-même. Sur le fait d'oser, moi, je suis en train de mettre en place avec mon équipe quelque chose, parce que j'ai beaucoup de juniors, qui sont tous et beaucoup de filles, qui sont donc assez timorées. Et il y a une femme qui s'appelle Annabelle Roberts, qui a écrit un livre qui s'appelle La théorie de la veste. Et en fait, le principe, c'est de dire que si tu n'as pas pris 3 vestes par jour, donc 3 râteaux, trois échecs, trois personnes qui se mettent la porte au nez, c'est que tu n'as pas assez osé, c'est que tu n'es pas allé assez loin. Oh, bah, j'ose pas Et assez alors. J'ose pas assez, là, du coup. mais ouais, alors la pousser à l'extrême 3 vestes par jour, c'est beaucoup. Mais du coup, en interne, on est en train de mettre en place un système pour glorifier celui ou celle qui a pris les plus gros échecs dans sa semaine. Parce Et que, ça, c'est en fait,
en fait, tu relativises parce que quelqu'un qui te dit non, et alors quoi, enfin, je leur mets en place au pire quoi, enfin, lui il serait jamais d'accord, bah demande, au pire il te dit non, c'est pas grave, hein. C'est ça. Ouais. Donc voilà, lié à la glorification de l'échec, hein, parce que échouer, c'est que tu as osé. C'est clair. Ouais, Et ça, c'est important. Mais c'est vrai que moi, c'est mon mantra depuis que j'ai monté ma boîte, c'est au pire, ça marche, en fait. Parce que du coup, à chaque fois, je me dis, de toute façon, je pars de là. Si je fais quelque chose ou je demande quelque chose ou machin, au mieux, j'arrive là. Au pire, je reste là, en fait. Donc, Ouais. bon, la perte n'est pas si énorme. Et là-dessus, je vous recommande de regarder le TEDx de Tim Ferriss sur définir ses peurs. Au lieu de définir ses objectifs, d'identifier, de trouver des moyens de définir ses peurs, ce qui permet finalement d'avancer parce que ça permet de relativiser, de se rendre compte que finalement, souvent, on risque pas grand-chose. Donc, du coup, ça vaut toujours le coup d'oser, quoi. Et par rapport à ce que tu disais, Sharon, je trouve ça génial la théorie de la veste, je l'ai noté. Et effectivement, sur la glorification de l'échec, ça existe aux États-Unis, c'est en train d'arriver un peu en France, c'est les fuck up nights, où en fait, c'est des soirées pour raconter ses échecs. Et donc, voilà, c'est des grands dîners qu'on organise à l'époque où le Covid n'existait pas. Mais du coup, l'idée, c'est du coup de mettre ça en place en France. Et donc, on fait un grand dîner et chacun raconte ses pires échecs, ses pires erreurs, ses pires vestes, etc. Et du coup, ça permet aussi de dédramatiser. Mais après, c'est très franco-français aussi, notre culture de l'échec. On n'aime pas l'échec globalement. On a beaucoup moins ce problème dans des cultures anglo-saxonnes, hein. On le voit dans les attributions de prêt. C'est un exemple qui est très connu, que vous avez déjà dû entendre, mais sur les attributions de prêt, en France, si un entrepreneur va demander un prêt professionnel et qu'il s'avère qu'il a eu une faillite avant, on va lui dire, bah non, vous avez fait une faillite déjà, donc on va pas vous prêter d'argent. Alors qu'aux États-Unis, s'il y a eu une faillite, c'est OK, il a appris de ses erreurs, donc on va plus facilement lui prêter de l'argent parce qu'il s'est déjà planté, donc il ne refera pas la même erreur. Donc voilà, bon, c'est des petits, je pense que c'est culturel aussi. Mais c'est d'autant plus important de faire bouger les choses en France. Du coup, c'est vrai qu'on se rend compte que du coup, le syndrome de l'impostrice ou de l'imposteur, qu'on soit d'ailleurs un homme ou une femme, finalement, il est très lié à la peur de l'échec. Si on travaillait sur la peur de l'échec, peut-être que du coup, effectivement, et ces peurs, on se sentirait aussi moins impostrice ou imposteur dans ce que l'on met en place. Et notamment pour revenir sur la mixité dans le numérique et attirer plus de femmes, il y a une étude de HP qui a été faite sur le fait que, notamment, quand un homme répondait à une offre d'emploi, s'il y avait à peu près 50-60% des compétences qu'il estimait avoir, il répondait. Alors qu'une femme va attendre d'avoir quasiment 100% des compétences. Donc, notamment pour permettre un peu plus de réponses féminines justement aux offres d'emploi, c'est de revoir la façon dont est constituée l'annonce. C'est-à-dire peut-être aux entreprises dans l'annonce, bon déjà évidemment de parler au masculin et au féminin pour que la femme se sente aussi concernée, mais ça ce sera le sujet de demain, mais également exposer un poste peut-être avec moins d'exigences parce que une personne masculine ne verra pas toutes ces exigences et osera répondre, alors qu'une femme prendra beaucoup moins son crayon, son papier, ou voilà, envoyer son CV, parce qu'elle estimera qu'elle n'est pas légitime justement pour pouvoir répondre à l'annonce. Donc il y a des astuces aussi comme ça, c'est comment revoir les offres d'emploi, comment retravailler un petit peu les représentations pour que les femmes puissent mieux se sentir concernées par certaines offres. Donc ça aussi. Oui, c'est important aussi. Je vais compléter juste un peu par rapport aux astuces dont on parlait tout à l'heure sur le syndrome de l'imposteur, et ça me fait penser à ça, ce que tu viens de partager, Estelle. Mais c'est un exercice que je fais faire aux femmes que je coach sur des sujets notamment du leadership, etc. Et je trouve qu'il y a un exercice qui permet de se rappeler qu'on accomplit plein de choses tout le temps et qu'on ne s'en rend même pas compte en fait, parce que c'est tellement normal de faire des choses que du coup on ne se rend pas compte de tout ce qu'on a accompli. Mais c'est de dresser aussi une liste de façon objective de tout ce qu'on a réussi, de tout ce dont on est fier. Ça commence juste pour beaucoup de gens, j'ai appris à marcher, j'ai appris à parler, j'ai appris, enfin voilà, des choses comme ça qui nous semblent complètement logiques, mais qui quand même, si on les regarde, sont assez extraordinaires. Voilà, et du coup, de se mettre toutes les choses qu'on a aimé faire, enfin toutes les choses dont on est fier, tout ce qu'on a réussi à faire. J'ai passé mon bac, j'ai fait des études, j'ai déménagé à Marseille, j'ai osé démissionner,
voilà, tout plein de trucs. Et ça peut vraiment être des choses qui peuvent sembler insignifiantes, mais le fait de les réécrire, moi je sais que j'ai souvent des femmes qui écrivent par exemple, j'ai arrêté de fumer, j'ai fait un régime, je suis partie faire un voyage à l'étranger, je suis partie vivre en Angleterre. Enfin voilà, bref, ça peut vraiment être tout et rien, mais des choses pour lesquelles on se sent fier, de dresser la liste, ça permet d'avoir une vision objective de ça en fait, et de se rappeler qu'on fait plein de choses extraordinaires, quoi. Et dans le cadre d'une reconversion, je pense que c'est très important parce qu'en fait, quand on n'a pas fait d'informatique, c'est pas nos études, on a une autre carrière et qu'on souhaite se diriger vers l'informatique, il y a beaucoup de compétences que l'on a développées de manière personnelle ou professionnelle qu'on va retrouver dans les métiers du numérique. Et en fait, c'est se dire, mais je ne pars pas de zéro en fait. C'est-à-dire que les compétences, si parmi mes compétences, j'ai plutôt de la créativité, j'ai une certaine logique et en plus je suis plutôt rigoureuse, et bien ça, ce sont typiquement des éléments qu'on va retrouver dans le développement informatique. Donc c'est une force. Donc d'en prendre conscience, c'est se dire, mais j'ai déjà la moitié du chemin qui est faite, maintenant je n'ai plus finalement qu'à apprendre la technique. Et apprendre la technique, ben, c'est rien en fait, puisque toutes les compétences qu'on a derrière, c'est celles que l'on a. Donc, si on se fait la liste, mais moi, dès ce soir, je vais me faire toute la liste. Mais si on fait la liste, ben, ça veut dire que, en effet, ben, toutes ces compétences, toutes ces réussites, eh bien, on peut s'en servir pour un autre domaine. Donc, c'est très, très important. Voilà, pour toutes les femmes et les hommes qui souhaitent se reconvertir dans l'informatique, sachez que, voilà, même si vous n'en avez pas encore fait, vous avez plein de compétences et plein de qualités qui vont se retrouver dans l'informatique et qu'on va retrouver dans différents métiers, hein, puisqu'ils sont vraiment multiples. Donc, bien faire là. En effet, c'est un super truc de bien se rendre compte de ses compétences et de ses réussites. Ouais, c'est d'autant plus important en plus de bien identifier justement dans ce cas-là ces compétences comportementales qu'on peut avoir. J'adore apprendre, je suis créative, je suis curieuse, enfin bref, des compétences comme ça. Parce qu'en fait, je lisais une étude dernièrement sur les compétences techniques. Donc, typiquement, l'informatique, c'est des compétences techniques, hein, du développement, etc. Et les compétences techniques, aujourd'hui, elles ont une durée de vie de 2 ans seulement. Alors que dans les années 70, les compétences techniques, elles avaient une durée de vie de 20 ans en moyenne. Donc, maintenant que les compétences techniques, elles ont une durée de vie de 2 ans, ça peut plus être un critère, en fait. On peut pas se reposer seulement sur des compétences techniques. Les compétences qu'il faut qu'on développe, c'est de savoir apprendre, d'être adaptable, d'être agile, d'être curieux, d'avoir envie d'aller vers la nouveauté, voilà, d'avoir tout ce qui est autour du growth mindset et du fixed mindset. Il y a 2 types de, voilà, soit on est fixe, soit on est growth, orienté vers la croissance, quoi. Carrément. Je pense qu'on s'approche de la fin. Avant de passer du coup aux questions, j'aurais juste voulu refaire un petit point sur un élément qu'on avait déjà eu l'occasion d'aborder en échangeant ensemble, Estelle. C'était le fait aussi que les femmes qui arrivaient dans le numérique, elles doivent se faire une place et que pour que les femmes puissent avoir leur place dans le numérique, il ne faut pas seulement qu'elles se fondent dans le milieu du numérique, mais aussi qu'elles se créent leur place. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus, Estelle? Tu vois un peu à quoi je fais référence? Non. Non. Pas de souci, c'est bien de le dire. Non, mais par contre, oui, oui, après, je vais essayer de. Je ne sais pas si je vais répondre à ta question. En fait. Je peux préciser un petit peu, par exemple, quand on a communiqué sur ces tables rondes, j'ai eu une femme qui a commenté l'invitation à cet événement en disant que les femmes, qu'elle travaillait dans le numérique depuis hyper longtemps, qu'elle avait jamais eu de problème, que les femmes, elles y avaient tout à fait leur place. Finalement, parfois, quand on est dedans, on voit pas trop, on s'aperçoit pas trop parce que soi-même, on s'est battu pour y arriver. Tout à fait, c'est-à-dire que en fait, on a chacun et chacune notre représentation et on le voit avec un certain filtre. Et on peut ne pas encore être sensibilisé aux stéréotypes, aux préjugés, et ne pas encore avoir déconstruit nous-mêmes nos propres représentations. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours travaillé dans un milieu masculin, informatique, commerciaux, et je m'étais jamais posé ces questions-là. Et en fait, tout a commencé quand j'ai démarré à l'école et que j'ai assisté à une conférence justement sur l'égalité femmes-hommes.
Et j'y avais vraiment été par curiosité, mais je me sentais à peine concernée en fait, en me disant bah, c'est une question de personnalité, quand on veut, on peut y arriver, etc. Et en fait, cette conférence était vraiment à Rennes Métropole, était vraiment hyper intéressante parce que il prenait le pendant justement un petit peu des hommes, dans quel carcan on les met, et en entreprise, notamment dans le milieu professionnel, quels sont les stéréotypes qu'on inculque aux hommes pour leur réussite. Et du coup, comment c'était aussi difficile aux femmes de pouvoir s'introduire dedans parce qu'elles n'avaient pas les mêmes représentations. Et là, tout d'un coup, je me voyais et je me disais, ah bon, parce que toutes les difficultés que j'ai eues là, là, là et là, ce parcours-là, en fait, les hommes ne l'ont pas eu. Et en fait, ça a été vraiment une grande claque. C'est-à-dire que je me rendais compte que tout ce que je croyais être vraiment égalitaire ne l'était finalement peut-être pas. Et j'ai commencé à avoir un regard beaucoup plus précis justement sur mes préjugés, mes stéréotypes. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, il faut vraiment aussi qu'on en prenne conscience, parce que c'est en prenant conscience et en restant aussi nous-mêmes avec nos différences qu'on va réussir à faire avancer les choses. Et donc, en effet, c'est important de savoir prendre sa place, mais de ne pas non plus se fondre comme un homme. On est tous différents. J'aimerais bien rappeler une chose, c'est que le contraire d'égalité, c'est inégalité. Le contraire de différence, c'est pareil. Et en fait, on peut tout à fait être différent, mais avoir droit aux mêmes droits, être égaux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Il y a souvent des raccourcis. Souvent, j'entends oui, mais c'est normal, les hommes et les femmes, ils sont différents. Ah, oui, on est différents, ça c'est sûr. Mais par contre, on a droit aux mêmes droits. Et ça, c'est important d'être dans une entreprise. Il y a des hommes, il y a des femmes. On est tous et toutes différents et différentes. Et c'est justement toute la richesse qu'on va apporter. Donc, c'est comment j'arrive à m'introduire dans un domaine, comment je peux rester moi-même et en apportant justement qui je suis. Et comment ça va venir compléter l'ensemble. Donc ça, c'est important. Et de ne pas essayer de se fondre en disant bah, je vais faire comme les hommes. Ah, peut-être, si c'est ce que j'ai envie, et si c'est comme ça que je me vois. Mais si je suis différente, mais que j'ai envie de faire différemment, je peux aussi réussir dans ce milieu et je peux aussi apporter ma pierre à l'édifice. Donc voilà, c'était ça, Catel? Oui, c'est parfaitement ça. Merci, Estelle. Je trouvais que cet élément est important. On l'avait pas trop abordé, et mais voilà, j'avais juste envie que tu puisses en dire deux mots. Je savais que c'était un sujet que tu connaissais un peu, et voilà. Donc merci à toi. Du coup, moi, je dirais que pour conclure en tout cas ces échanges, avant juste de passer aux questions, je retiens trois éléments importants. C'est que finalement, nos compétences, même si elles sont pas dans le numérique, elles peuvent servir dans le numérique. C'est-à-dire que si aujourd'hui on n'a pas, même d'ailleurs dans quel que soit le domaine, si on n'a pas des compétences dans le domaine vers lequel on a envie d'aller, on croit qu'on n'a pas de compétences, mais on en a d'autres qui finalement peuvent s'appliquer malgré tout dans ce nouveau domaine qu'on ne connaît pas encore. Il y a aussi oser l'échec et ne plus avoir peur de l'échec, mais oser se lancer et se dire que finalement, on n'a rien à y perdre. Il n'y a rien de si grave si on se trompe. Au contraire, on va plutôt en apprendre des choses et en tirer des bénéfices. Et aussi que finalement, on est tous quelque part l'expert de quelqu'un sur un sujet ou sur un autre. Je trouve que c'est beaucoup, en tout cas, moi qui m'ont marqué. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous voulez en ajouter un de plus. Ou... Moi, ça me va. Ça me fait penser à une phrase, mais je ne sais plus de qui elle est, mais dans la vie, soit on réussit, soit on apprend. Voilà. Exactement. Demandez-la. Donc, Demandez-la, ouais. Dans la vie, je ne perds jamais. Soit je réussis, soit j'apprends. ça me fait penser à ça. Donc allons-y. C'est exactement ça. Avant de conclure, on va pouvoir donc passer aux questions ou aux remarques qu'on peut avoir avec les participants. On a Nadège qui nous a évoqué pas mal de choses tout au long de l'intervention. Elle est inquiète notamment du manque d'appétence des jeunes filles pour le numérique. Elle identifie que les jeunes filles ne l'envisagent que pour l'utiliser et pas tellement pour en faire leur métier. Est-ce que vous avez des retours d'expérience là-dessus, des choses à dire sur ce sujet? Ouais, bah, nous, avec Startup for Kids, on mène pas mal de projets avec des filles. Et, euh, et souvent, bah, c'est l'exemple que je donnais avec les ateliers de code, finalement, c'est que
il y a quand même une vision globale qui est que le numérique, c'est un truc de geek, de mec avec des boutons qui passent son temps sur l'ordinateur. Et il y a toujours cette vision extrêmement stéréotypée qui fait pas forcément rêver, qui est à milieu de la réalité, de la diversité de ce que ça représente. Donc, il y a à travailler à la fois sur le fait de dire aux filles qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent et à la fois montrer un peu ce que c'est le métier du numérique de façon hyper attrayante, parce que la vérité, c'est que c'est hyper attrayant, que tu peux faire absolument tout ce que tu veux, travailler dans n'importe quel secteur, amplifier tout ce que tu as envie de faire. Enfin, c'est juste un super pouvoir magique, le numérique. Donc on s'efforce, nous, de travailler sur des projets, en fait, et montrer que le numérique n'est qu'un outil qui sert à un propos que tu veux porter. Donc, montrer finalement que au lieu d'avoir un marteau et des clous, tu as ton ordinateur et tu peux faire ce que tu veux, et que ce soit aller sur les réseaux sociaux, faire de la com numérique, que ce soit coder des applications. Et là, on mène un projet avec 25 lycéennes où, par équipe, elles doivent monter un projet sur l'égalité femmes-hommes, et elles ont toute une année scolaire. Et donc, les 25 filles de l'expérimentation, elles ne connaissaient absolument rien avant de venir. Certaines sont même venues un peu parce que les parents les poussent, etc. Et en fait, elles sont toutes hyper enthousiastes. Elles vont toutes avoir à la fin de l'année un projet, un logiciel sur l'égalité femmes-hommes, une solution sur l'égalité femmes-hommes. Et toutes, elles ont découvert en fait ce monde qu'elles connaissaient absolument pas. Et donc voilà, il faut casser les stéréotypes et leur permettre de, et ça c'est valable pour tout le monde, pour tous les jeunes, montrer la diversité du numérique, la richesse et tout ce que ça peut. Merci Sharon. Et c'est une réalité en effet, hein, puisque on parlait, déjà BTS, c'est beaucoup trop tard. Troisième, ça l'est également. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important toutes les actions qu'on peut mener, parce que souvent on se rend compte en fait que c'est une méconnaissance. C'est-à-dire que c'est pas qu'on n'a pas envie d'y aller, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est. Et c'est quelque chose qui est vraiment particulièrement répandu dans le numérique. C'est-à-dire qu'il y a une interprétation, que ce soit homme ou femme, des métiers, qui est un peu une nébuleuse. Donc, il y a tout un travail pour à la fois déconstruire un petit peu la vision qu'on peut avoir, les stéréotypes vis-à-vis des métiers du numérique, mais également l'accessibilité aux formations, parce qu'il y a beaucoup de stéréotypes aussi sur les études qu'il faut faire. Hein. Et puis ensuite, c'est tout simplement, voilà, quand on sait, quand on a un peu plus d'informations, on a un peu plus le choix. Parce que là, on peut. Donc, il y a un vrai travail de ce côté-là. Puisque les jeunes filles en troisième, nous, on fait beaucoup d'interventions. Avec ADN Ouest, on fait des marrainages. Dans le cadre du Person Coding, il y a des visites dans les collèges. Et on se rend compte que les jeunes filles, il n'y en a pas une qui dit « oui, j'ai envie de faire du numérique ». Pas une. Et quand on leur demande pourquoi, elles ne savent pas. Donc, il y a vraiment une éducation à avoir sur l'ensemble des métiers, et particulièrement dans le numérique. Merci. Ouais, juste par rapport à ce que vous venez de dire, il y a un élément aussi qui est important, je crois, c'est Sharon, tu parlais des stéréotypes dans le numérique qui font que les filles, elles se projettent pas aussi non plus dans le stéréotype du geek de base. Mais du coup, c'est d'autant plus important. On a parlé des femmes dans l'histoire numérique, mais c'est d'autant plus important de mettre en avant des femmes rôle modèles dans tous les métiers numériques. Et je trouve que ça, c'est difficile parce qu'on les connaît pas assez, en fait, les femmes qui font le numérique aujourd'hui. Et il y en a plein. Là, j'ai Aurélie Jean que je suis et que voilà, et j'adore, et qui est une figure du numérique spécialiste des algorithmes. Dans l'entrepreneuriat, il y a Céline Lazorte, qui est la fondatrice de Litchi. Vous avez plein des Roxane Varza aussi, qui est la directrice de Station F, la jeune directrice de Station F. Il y a plein de femmes aujourd'hui qui font des trucs géniaux, notamment dans le numérique, et qu'on ne connaît pas ou peu, en fait, qu'on ne voit pas ou peu. Et donc, c'est aussi hyper important, je crois, de les mettre en valeur, ces personnes-là. Et quand on parle des startups, quand on parle de l'entrepreneuriat, c'est typiquement, dès qu'on parle des startups, c'est un autre stéréotype, mais c'est toujours un jeune de 30 ans, blanc, avec une chemise blanche et un jean, quoi. Et on voit pas les femmes, alors qu'il y a il y en a, en fait, elles sont pas nombreuses, mais il y en a, et si on ne parle pas d'elles, elles seront pas plus nombreuses. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on en parle aussi, des femmes qui font des trucs chouettes. Voilà.
Ouais, merci de rappeler leur nom. Justement, ça permet aussi aux personnes qui nous suivent aujourd'hui de pouvoir aller creuser un peu plus loin et d'aller découvrir leur profil. Euh, alors, on avait du coup Mathieu qui nous avait posé la question de comment, dans le milieu professionnel, passer outre le syndrome de l'imposteur. Je pense qu'on l'a pas mal abordé tout au long de la table ronde, Mathieu. On a Nathalie qui posait beaucoup de questions sur les références de tous les chiffres et les statistiques qu'on a données. Alors Nathalie, il y a une bonne partie des références que je vais pouvoir vous renvoyer avec le replay du webinaire. Elle demandait, Célisiane, par rapport à ta référence sur les compétences qui duraient dans le temps, dans les années 70 et maintenant qui ne durent que 2 ans. Est-ce que tu as là tout de suite la référence ou sinon tu peux me l'envoyer un peu plus? Je vais vous l'envoyer si vous voulez. J'ai une série de références que je peux vous envoyer, il n'y a pas de souci. Mais ça, en l'occurrence, je me demande si je ne l'ai pas. Je crois que c'est dans l'Observatoire des métiers du futur. C'est l'étude qui s'appelle Bâtir les futurs des métiers, le futur des métiers, de l'Observatoire des métiers du futur. Beaucoup de futurs et métiers dans tous les sens, mais bon, voilà. C'est dans cette étude-là que vous avez ces chiffres. Il y a une étude aussi. Toutes les références si vous voulez. Enfin, pour le coup, j'ai beaucoup de sources chiffrées sur ces sujets-là si ça intéresse. Il y a plein d'études qui ont été faites, notamment Estelle en parlait tout à l'heure, mais par Social Builder, qui ont fait beaucoup d'études hyper documentées, vraiment très intéressantes, notamment sur le sexisme dans les études tech, qui est super intéressante aussi comme étude. Donc voilà, il y a plein de sources. Et notamment sur l'origine de l'informatique et son évolution, il y a Isabelle Collet qui a fait beaucoup d'études sur le domaine, donc c'est assez riche, hein, il suffit de taper Isabelle Collet, vous allez avoir un certain nombre de choses. Donc hier, je m'amusais à aller regarder aussi un certain nombre de commentaires et en voyant les commentaires, je me disais qu'il fallait qu'on continue. On a Nicolas Le Marchal qui pose pas une question, mais qui propose un conseil de lecture aux enfants. Les filles et les garçons peuvent le faire aussi. Je ne connais pas cette référence, mais en tout cas, merci pour le partage. Je pense que c'est un sujet très intéressant qui correspond tout à fait à ce qu'on évoque. Une question. Oui, tu avais une remarque? Oui, sur les références, justement, je ne sais plus si on en a parlé, mais les bandes dessinées de Les Culottés, qui sont des références notamment de femmes qui ont réussi, et c'est sous forme de bande dessinée, donc je crois qu'on le met dans les liens. C'est intéressant parce que c'est accessible. Moi, je sais que c'est notamment ma fille qui me les a montrés en me disant « Oh maman, ça va te plaire ça !» Et donc, elle a pris les 3 tomes, elle les a dévorés. Donc, moi, je ne les ai pas encore lus, mais je vais les lire. Donc, à Noël, moi, c'est bon. Ça y est, c'est fait. C'est une lecture à avoir dans sa bibliothèque. Enfin, 2 lectures, parce qu'en fait, il y a 2 tomes, mais vraiment, c'est Ils ont fait une intégrale. Avec, D'ailleurs, j'en ai un là. Ouais. très bien. Vous avez une édition intégrale qui est le gros bleu avec les 2 tomes dans un seul livre. Tout à fait. Alors, on a Sarah. Alors, Sarah, elle a une petite question qui est assez intéressante. Elle nous dit, vous avez beaucoup parlé de l'éducation pour combattre les préjugés et travailler l'intéressement des filles. Mais pensez-vous que cela suffit? Faut-il aller plus loin, comme la discrimination positive, instaurer des quotas, la législation? Alors, vous avez peut-être différents avis sur le sujet. Qu'est-ce que ça vous inspire? Eh ben, pour moi, c'est un mal nécessaire, c'est-à-dire que je suis intellectuellement contre, mais je ne vois pas d'autres solutions pour des changements radicaux et rapides pour arriver à une vraie égalité. Enfin, quand on laisse faire le rythme, c'est l'égalité salariale pendant 200 ou 300 ans, la parité dans les conseils d'administration, j'en parle même pas, c'est une catastrophe absolue. Enfin, aux États-Unis, il y a une étude dans les CEO des grosses boîtes américaines. Il y avait plus de John que de femmes. Il y avait à peu près 6% de John, 5,8% de David, et après, tu avais 5,2% de femmes. C'est dramatique. Effectivement. Donc, c'est une vraie question, hein, de se dire est-ce qu'on fait des choses coup de poing avec des discriminations positives? Est-ce qu'on a plutôt une approche intégrée? Je pense que comme il n'y a pas qu'un seul facteur qui fait que nous en sommes aujourd'hui encore à une inégalité de fait,
Je pense qu'il faut prendre à peu près tout ce qui se propose à nous pour pouvoir avancer. Après, dans le domaine de la formation, pour le moment, à l'heure actuelle, parce qu'on ne sait jamais ce que sera fait demain, c'est vrai qu'à l'école, on a plutôt cette démarche intégrée à se dire on vise la mixité parce qu'en fait, quand on éduque et quand on sensibilise, eh bien, c'est bien qu'il y ait autant de garçons que de filles et que aussi les garçons soient, je dirais, au fait, parce que quand il va y avoir des discussions, quand on va être confronté à ce genre de cas, la mixité est une vraie richesse. Donc, en effet, on est plutôt aujourd'hui partant sur la mixité et sur faire en sorte d'intégrer de plus en plus de femmes pour peut-être avoir très rapidement de la parité dans les promotions. Mais c'est vrai que la question de se dire, à un moment donné, il va peut-être falloir mettre un coup de pied dans la fourmilière, comme on dit, et de faire activer les choses, se pose. C'est-à-dire que la discrimination positive, parfois, elle est nécessaire pour faire avancer les choses. Pour le moment, en tout cas dans le domaine de la formation, dans la partie apprentissage de l'informatique, nous, on souhaite plutôt de la mixité et faire une approche intégrée sur la durée, que ce soit vraiment… après, ce sera aussi, je dirais, le sujet de demain, c'est qu'il y a aussi le langage et notamment la représentation des métiers. Et comment, notamment, le numérique aujourd'hui peut être une force ou une grande faiblesse. Puisque aujourd'hui, quand on veut parler au féminin dans les métiers de l'informatique, nous ne sommes plus référencés. Ce sera donc le sujet de demain. Merci Estelle. Très problématique. Oui. Juste sur la question des quotas, etc. Moi, j'ai le même positionnement que Sharon. Intellectuellement, ça me dérange, mais en fait, je sais qu'on est obligé d'en passer par là. Et en fait, pour le coup, moi, la question s'est posée quand j'ai lancé les épaulettes et se pose toujours parce que j'ai des hommes, qui me demandent parfois de les accompagner sur le digital, etc. Et en fait, moi, avec les épaulettes, j'ai fait le choix de ne travailler que pour les femmes. Et alors souvent, ce qui n'est pas tellement questionné par les femmes, plus questionné par les hommes, de savoir pourquoi je ne peux pas travailler pour eux. Et je l'explique toujours en disant que mais le jour où on sera là, en fait, les hommes et les femmes, mais j'aurai aucun problème pour travailler pour tout le monde. Mais vu que pour l'instant, on en est là, du coup, j'ai décidé de mettre mes forces ici pour aider les femmes à remonter. Et puis, une fois qu'on en sera là, il n'y aura pas de souci. Je mettrai mes compétences au service de tout le monde. Mais pour l'instant, je vais d'abord aider ceux qui sont plus défavorisés, quoi. Et donc, en l'occurrence, les femmes face au digital. Merci. C'est pour ça qu'il devrait y avoir des avant-formations, c'est-à-dire qu'il devrait y avoir toute cette phase-là, en effet, enfin, qui existe, mais ça devrait être obligatoire pour que tout le monde parte avec les mêmes bases, les mêmes visions, pour qu'ensuite on puisse attaquer la formation de la manière la plus égalitaire possible. Ça serait bien. Peut-être une idée d'ailleurs. Je note. Il y a peut-être c'est peut-être ça la solution. Voilà. Merci à toutes les trois. Je suis navrée, on va devoir conclure parce qu'on a déjà pas mal débordé sur le timing qu'on avait proposé. Juste avant que je conclue, est-ce que vous pourriez chacune rappeler une référence, enfin rappeler ou proposer une référence pour continuer sa réflexion sur le sujet? Je vous enverrai ensuite les liens avec les replays. Ouais, moi, je voulais proposer l'école du genre. Parce que ça recouvre vraiment ce qu'on fait et c'est tous les stéréotypes de l'échographie jusqu'à la vie professionnelle. Et c'est une série de petits documentaires faits par Léa Domenech. C'est super. Merci Sharon. Célisiane? Moi, je voulais proposer des podcasts. Alors, le premier podcast dont j'avais envie de parler, c'est Génération XX, qui met en avant des femmes salariées ou entrepreneuses, mais qui, du coup, peuvent être des rôles modèles dans plein de secteurs différents, dont le numérique. Et voilà, je trouve que c'est important de remettre aussi les femmes qui font des choses top en avant. Et puis, l'autre podcast, c'est le podcast qui s'appelle Émotion de Louis Média. Et qui revient sur du coup des émotions. Et en l'occurrence, il y a un épisode dédié au syndrome de l'imposteur qui est du coup très intéressant dans la façon dont il décortique le syndrome de l'imposteur et qui donne des solutions pour essayer de le dépasser. Merci Estelle. Quelle est ta référence Alors, on a cité plusieurs, mais qu'on n'a pas encore cité, c'est notamment sur YouTube, hein, vous allez les retrouver, c'est Tout le monde s'en fout. C'est ils abordent vraiment des sujets de société, des sujets actuels, sous un angle finalement très fouillé, très philosophique, où on a vraiment beaucoup d'éléments, mais sous le ton de l'humour.
Et je trouve que quand on parle sur un ton d'humour, eh bien, ça fait passer beaucoup de messages. Donc, j'en avais vu 3. Il y avait l'auto-sabotage, donc c'est le syndrome de l'imposteur, donc comment notre cerveau nous parle, et donc toute une mise en scène assez drôle. Il y a également les femmes, donc ça vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit, donc ça peut être très intéressant. Et le sexisme ordinaire au travail aussi. Donc voilà, c'est sous un biais de l'humour, mais les données sont vraiment fouillées et je trouve ça percutant. C'est assez court, donc voilà, j'aime bien ça. Merci. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette deuxième session. Encore un grand merci à toutes les trois, Céline, Estelle, Sharon, pour votre présence, pour vos témoignages et pour avoir accepté de prendre la parole avec nous ce midi. Depuis tout à l'heure, je vois tous les messages de remerciements et de retours qui sont extrêmement positifs vis-à-vis de tous ces échanges. Donc voilà, un grand merci de ma part, de la part de Annie, mais aussi de la part des participantes et participants qui ont apprécié les échanges. Donc nous espérons que ces 2 tables rondes vous auront plu. On vous donne rendez-vous dès demain à la même heure, donc 12h30, pour la 3e session, développeuse, autrice, formatrice, vraiment que des mots, durant laquelle nous recevrons Marine Bruno, qui est fondatrice et dirigeante de Luce Formation. Elle est également écrivaine. Alexia Petoureau, qui est rédactrice web, SEO et consultante SEO. Et on retrouvera Estelle, qui est présente avec nous aujourd'hui. Je vous remets le lien pour vous inscrire à cette session, si ce n'est encore fait, dans la fenêtre de chat. Et puis, il est tout à fait encore temps de vous inscrire à cette session ou encore à celle de vendredi sur la mixité dans l'IA. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à partager ces liens avec votre entourage. Les replays des webinaires vont être disponibles également d'ici quelques jours et vous recevrez les liens. Merci beaucoup à toutes et à tous. Très bonne journée et à demain. Merci.